C'est Fab et Hul dans le Fabuleux Show, le seul podcast où l'on parle de l'échec autrement. Nos invités viennent nous raconter un épisode marquant de leur vie. En parler, c'est bien, c'est même courageux. Et en rire, c'est encore mieux. From Fabulous to Fabulous, ça part. Salut tout le monde, salut l'équipe. Bienvenue dans le Fabuleux Show avec un nouvel invité, une nouvelle histoire et donc un nouvel échec. Aujourd'hui, notre invité va nous raconter son parcours difficile qui touche des milliers de Français et qui reste un sujet tabou. Ce parcours, c'est celui de la PMA, la procréation médicalement assistée. C'est un combat qui est long, pénible et qui peut mettre les nerfs d'un couple à rude épreuve. Il s'appelle Antoine Savary. Antoine, sois le bienvenu. Salut les gars, merci de m'avoir accueilli dans votre nouveau podcast. Avec plaisir. C'est parti. Écoute, oui c'est parti comme tu dis et on va partir directement avec des sujets qui fâchent avec une question coup de poing de la part d'Ulrich. C'est les deux pieds dans le plat. Antoine, est-ce que tu es prêt pour la première question ? Vas-y, let's go. Antoine, comment vas-tu ? Ah, ça va tranquillement les gars, ça me fait plaisir. Non, tout va bien, écoute, tout va bien. Je suis off aujourd'hui, ma seule activité est de préparer mes affaires pour partir en vacances demain, donc ça va. Magnifique. Pas Ah, mal. la chance. Bah écoute, Ulrich a fait une petite recherche concernant ton Wikipédia. Est-ce que Hul, tu peux nous en Évidemment. dire plus ? Tu vas me confirmer toutes ces infos. Comme notre précédent invité, tu es tourangeau. C'est vrai. Tu habites à Paris depuis 10 ans maintenant. Tu es juriste. Tu as 33 ans. Jusque-là, t'as tout bon. Tu es un fidèle supporter du PSG. Ah, Et Paris cette Magique. info n'est pas anodine. Car comme pour l'histoire que tu vas nous raconter, cela démontre chez toi une grosse capacité de résilience. Et d'abnégation. Après tant Exactement. d'années de déception. Moi, j'ai été supporter du PSG, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'étais moins heureux. Sur un sujet qui va faire débat, ça j'en suis sûr. Alors Et qu'on n'a toujours pas commencé. Qu'est-ce que Wikipédia ne nous dit pas petite info qui pourrait nous être utile, qui ferait plaisir à raconter. Ah écoute, non, je suis assez Beau. assez beau. Alors déjà ça, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. Je suis un grand passionné d'histoire. Voilà. Oh, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je suis pas mal de chaînes d'histoire sur YouTube. J'aime bien les petites anecdotes historiques, particulièrement 19e siècle et début du 20e. Eh ben, un passionné d'histoire, magnifique. Vous pourrez le rajouter sur Wikipédia. On va le mettre tout de suite, Ulrich, tu notes ? C'est bon. Eh ben, écoute, parfait. Les présentations sont faites et on va pouvoir attaquer ce fameux sujet qui est la PMA. Et évidemment, on va commencer à partir du tout départ de votre histoire. À partir de quel moment ça a commencé, en tout cas, cette histoire de PMA ? Alors donc déjà, moi je suis avec ma compagne depuis une dizaine d'années. La question s'est pas posée tout de suite parce qu'on n'était pas tout de suite dans une démarche d'avoir un enfant. Elle a commencé à se poser, je dirais, à partir de 2020. Faut savoir que ma compagne en fait est atteinte d'endométriose, donc c'est une maladie qui touche l'endomètre, qui touche beaucoup de femmes. Et donc en 2020, elle a été se faire opérer de cette endométriose. Est-ce que tu peux expliquer Alors ouais, bien sûr. Alors, pardon. je suis pas effectivement. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. En fait, c'est très dur à diagnostiquer. Les femmes mettent longtemps à être diagnostiquées, mais c'est un problème qui est vraiment qui touche vraiment l'endomètre, on va dire l'appareil reproductif féminin, et qui entraîne, on va dire, des règles douloureuses, voire douleurs insupportables chez certaines femmes, et qui atteint également leur capacité de procréation et la chance de procréer. Donc c'est quelque chose qui est assez impactant. L'opération qu'elle a eue en 2020 avait pour but de lui en retirer en fait une partie des zones infectées, et l'idée après cette opération, c'était de tenter naturellement d'avoir un enfant, puisque c'était aussi à cette époque qu'on a commencé à avoir ce désir d'enfant. Donc 2020, fin 2020, le Covid est arrivé, donc plus de temps à la maison, donc c'était le temps aussi où on a commencé à essayer, on va dire, de manière naturelle. Les fameux bébés Covid. Exactement, qui du coup n'en était pas un, puisqu'effectivement on essayait, et rien ne venait. Donc il y a un moment où on s'est dit, au bout de on va dire pratiquement un an à essayer, que effectivement il y avait peut-être des problèmes à aller chercher également de mon côté. Donc moi je suis allé faire une première série de tests fin 2020, début 21, tests qui étaient pas bons de mon côté non plus, donc ça met toujours un bon coup au moral. Comment ça se présente un test chez un homme ? En fait, le résultat il est exprimé en pourcentage de spermatozoïdes viables, quoi. Et effectivement, ce premier test était assez négatif pour moi, puisque de mémoire, j'avais un taux de 0 spermatozoïdes normaux, on va dire. Et pour expliquer, on va un peu rentrer, si ça ne te dérange pas, dans le sujet un peu plus précisément. On parle de tests, sauf que les gens qui ne connaissent pas, c'est de la PMA. Est-ce que tu peux expliquer
ces tests-là. Si tu vois où je veux en venir. Donc vraiment, en fait, c'est important, je trouve, que pour que les gens comprennent l'aventure et la difficulté et tout ce que Bien ça sûr. engendre et les passages qui sont pas forcément sympas, que ce soit pour les femmes et pour les hommes aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime Mm, faire mm, en mm. dehors de chez soi en général. Enfin bon, Effectivement. voilà, c'est Bah ce que je veux dire. alors côté on va dire côté masculin, le test pour connaître ta capacité de procréation, bah il y a pas 36 000 moyens, hein, c'est qu'il faut évaluer la qualité de ton sperme et donc on passe par un fameux examen de recueil de sperme. Donc On appelle prélèvement. c'est un prélèvement exactement. Et donc effectivement c'est un moment qui est pas forcément le plus agréable, hein. Même si nous entre guillemets par rapport aux batteries de test et aux choses sur lesquelles on reviendra petit à petit, à mon avis, dans le podcast, côté féminin, nous, c'est entre guillemets rien. Mais bon, voilà, c'est du coup aller procéder à un recueil de Et sperme. Donc, on est est-ce dans que... une petite pièce Oui, voilà, c'est ça, j'allais y et venir. on a un petit flacon et voilà, on doit recueillir du sperme. Donc, voilà, il n'y a pas 36 000 méthodes. Un magazine. Je vous laisserai imaginer toutes les manières possibles et envisageables. Mais non, j'ai pas eu besoin de magazine. Parce que non, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire ou pas, on s'imagine une salle avec des magazines, enfin, les fameux, tu vois. Est-ce que c'est ça ou ou même pas, il y a rien. T'arrives dans une salle et tu te débrouilles entre guillemets avec toi et ton alors, imagination. il y a un poste de télé. Il y a un Ah, poste de ok. télé. J'ai pas, il était éteint. J'ai pas demandé les plusieurs fois où j'ai été. J'ai jamais eu besoin de demander de l'aide là-dessus. Voilà. Ok, t'as juste à penser au PSG et puis ça marche bien. Exactement. Ça. Ok, ça marche, pas de problème. Donc, chose faite, pas de souci. Ok, donc au moins les gens savent un petit peu de quoi on parle. Ça Voilà. marche. Non, mais juste globalement, faut quand même se dire que nous, entre guillemets, on a que à aller faire ça. Et quand on compare avec ce qu'ont à subir nos compagnes, c'est quand même, voilà, on le fait sans trop rechigner, quoi. Et tu l'as fait Et donc, souvent. écoute, j'ai dû en faire, je dirais, 3-4. Ok. 4 peut-être, ouais. Ouais, parce que sans trop spoiler sur la suite et sans trop aller dans le détail, on a fait quand même on a fait 3 tentatives donc de FIV, hein, donc de fécondation in vitro, qui est un des types de PMA. Ok. Et donc à chaque fois, en fait, avant de rentrer dans la procédure, ben on refait un prélèvement pour avoir une analyse la plus fiable possible, puisque chez l'homme, en fait, la qualité du sperme se renouvelle tous les 3 mois. Donc de toute façon, voilà, quand on a un résultat qui est mauvais, on a toujours la perspective de se dire, si je change quelques petites habitudes ma manière de vivre, de m'alimenter, etc., ça peut s'améliorer. Donc à ce moment-là, la première fois que tu vas faire les prélèvements, c'est pour savoir si vous allez en PMA. En fait, t'en sais rien encore. En fait, c'est ça, de ce que je me souviens, la première fois, c'était parce que ça faisait un petit temps qu'on essayait de manière naturelle, que ma compagne avait eu, elle, son opération et que, a priori, cette opération était censée avoir amélioré son taux de fécondité ou sa capacité à tomber enceinte. Et donc, à un moment, remise en question aussi de mon côté, en me disant, il y a peut-être aussi un problème chez moi, et puis il faut que je vois clairement de quoi il en retourne. Donc voilà, ça a été un peu la douche froide. C'est stressant. C'est stressant avant et surtout une fois qu'on a les résultats en fait et qu'on voit que voilà, c'est pas glorieux de notre côté. Voilà, moi je me souviens de quelques conseils que j'ai eu côté médecin généraliste pour améliorer, on va dire, ces résultats. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est dur à encaisser, quoi. Comment tu Ouais. l'apprends? Qui te le dit? Écoute, ça a été les résultats du laboratoire d'analyse que tu ouvres et que de toute façon, quand tu vois, il y a des pourcentages, il y a des explications en te disant si tel taux il est en dessous de 4%, c'est pas bon, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour Ok. comprendre que les analyses sont pas bonnes. Premier coup dur finalement. Ouais, exactement. Pas facile. Mais de toute façon, voilà, on se dit que on garde quand même en ligne de mire l'objectif. Hein. Le but, c'est de réussir à avoir un enfant. Et donc voilà, on se remet rapidement en selle. Comment tu vis ce moment du coup tu le gardes pour toi, t'en Pas parles? facile. J'en parle assez peu, ou alors à mon cercle amical très proche, familial également. Mais non, le reste, c'est pas des choses sur lesquelles on s'épand trop, même au niveau de ses collègues de travail ou autres. Hein. Mais voilà, cercle familial et cercle amical très proche, évidemment, hein, de toute façon, c'est les gens qui voient quand ça va pas, donc Ok. voilà. Hulk, Non. tu voulais dire quelque Et chose? juste rappeler que l'endométriose, c'est une femme sur 10 en âge de procréer qui sont atteints. Donc Tout ça à ferait fait. 2 millions de femmes, environ 2 millions de femmes en France. C'est énorme.
que par rapport à la douleur, parce que forcément nous hommes on s'en rend pas du tout compte, mais c'est évalué entre 7 et 10, donc c'est une équivalence d'une fracture, voire même jusqu'à un travail d'accouchement sans péridurale. Exactement. Donc s'imaginer un petit peu ce que la femme peut vivre, c'est vraiment horrible. C'est totalement ça. C'est une maladie qui a mis du temps à être reconnue, qui l'est de plus en plus. Notamment parce qu'on voit que certaines personnalités publiques en parlent et font part du fait qu'elles en sont touchées également. Après, il y a différentes formes d'endométriose, on va dire des formes légères, des formes plus graves. Et les formes plus graves, c'est vraiment quand ça atteint, on va dire, les trompes, tout l'appareil reproductif, et ça entraîne vraiment une incapacité totale de procréer chez certaines femmes. Oui. Et je pense qu'il y a encore, c'est très méconnu, je pense qu'il y a encore une époque de ça, il y a peut-être 20-30 ans, on devait encore dire la bonne femme a la mal, alors qu'en fait, c'est totalement ça. Méconnu, et qu'elle pouvait rien faire là-dessus, jamais tu pouvais justifier de rester à la maison parce que t'avais ça, parce que pour eux, c'était t'as totalement raison. Donc c'est l'enfer. Mais alors, du coup, pendant que toi, tu fais ces prélèvements, elle, en parallèle, qu'est-ce qu'elle a à vivre? Est-ce qu'elle a des traitements? Comment ça se passe? Il n'y a pas des piqûres ou des prises de sang? Son parcours commence aussi pour elle. Je crois que c'est là aussi où on prend contact avec une gynécologue spécialisée dans la PMA. Et c'est d'ailleurs elle qui m'avait préconisé de faire ces tests qui s'étaient avérés pas bons. Et à ce moment-là, elle nous oriente vers un établissement spécialisé, donc une clinique spécialisée en PMA. Et là, effectivement, le programme va commencer quand vraiment on va programmer en fait ce qu'on appelle chez les femmes. La première étape, c'est effectivement la ponction des ovocytes. Et donc là, ça va être une anesthésie générale pour venir effectivement prélever les ovocytes chez la femme. Nous, parallèlement, on refait, on va dire, un recueil. Et c'est là que, du coup, les médecins, ils disposent à la fois d'ovocytes et de spermatozoïdes, et qui vont pouvoir faire cette fameuse fécondation in vitro. Et c'est là que ça va ou pas donner un embryon viable. Donc première étape, donc qui est on va dire un premier checkpoint, c'est est-ce qu'ils arrivent à avoir un embryon viable? Oui, non. Si c'est non, du coup on recommence tout. Et il y a combien de délai, excuse-moi, entre le moment où tu as fait ton prélèvement et la première la première tentative? Pour que les gens se rendent compte un petit peu de la durée que ça prend, etc. Ouais, je pense qu'il y a bien eu au moins 6 mois, 1 an. Ouais, 6 mois, 1 an. Donc il y a cette période-là. Je sais que... du coup, ça remonte un petit peu maintenant, mais peut-être que je remélange des étapes, mais je sais que... Donc non, effectivement, c'est ça. C'est qu'il y a la ponction. Il y a, donc dans la foulée, avec la ponction, le recueil, et là, derrière, ils font l'embryon. Soit ça marche pas, soit ça marche. Et si ça marche, ils vont conserver l'embryon au froid, pour derrière, en fait, programmer une date à laquelle sera effectué le transfert de l'embryon. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'embryon et ils vont le réimplanter, du coup, dans l'utérus. Et donc, entre ces deux étapes-là, la femme doit effectuer elle doit faire des piqûres, en fait, avec un espèce de stylet, des autopiqûres tous les jours, en fait, dans le ventre, pour doper, en fait, son corps d'hormones, pour maximiser les chances que le transfert réussisse. Donc c'est des piqûres à la maison. Donc ça exactement, c'est des piqûres qui se font tous les jours, des piqûres d'hormones. Combien de temps avant pour favoriser. Il me semble que c'est 3 semaines avant le transfert. Pendant 3 semaines, voire 1 mois, il y a les piqûres plus des cachets à prendre. Donc c'est quand même assez lourd, avec des effets secondaires qui peuvent être assez variables, mais pas forcément agréables. Les effets secondaires, c'est autant sur le corps que sur l'esprit que ça joue. C'est ça, c'est exactement ça. Ça va être des sueurs, des maux de ventre, mal de tête, irritabilité, voilà, tout ça. C'est assez le panel assez large d'effets secondaires. Donc ouais, non, et puis évidemment du stress à chaque étape, quoi, parce que effectivement, on sait que quand une étape réussit entre guillemets, on passe sur encore un temps de stress pour savoir si la prochaine étape va être également franchie, avec le risque à chaque fois de retomber tout en bas. Ok, donc on arrive à la première tentative. Le jour J, tout ça se passe comment? Écoute, le jour J, la première tentative, quand tu dis tentative, c'est transfert de... Ouais. Parce que du coup, elle a fait ses piqûres pour arriver à la première tentative. Donc, elle a fait toutes ses piqûres pendant quelques semaines. Chronologiquement, nous, on a fait une première tentative qui s'est soldée par un embryon viable qui a été obtenu suite à la FIV. Oui, ok. Donc, première étape. Ensuite, il y a eu le jour du transfert. Et par contre, sur cette première tentative, on a eu une fois que le transfert a été effectué, c'est-à-dire qu'il réimplante l'embryon, là, tu as un délai de 2 semaines. Au bout des 2 semaines, madame doit faire une prise de sang pour savoir s'il y a début de grossesse.
Si elle est enceinte, ouais. Et voilà, si elle est enceinte. Et donc, en fait, nous, on a fait le transfert et au bout des 2 semaines, on a eu prise de sang et les résultats de la prise de sang ont démontré qu'il n'y avait pas de début de grossesse. Et comment tu vis ces 2 semaines? Bah c'est horrible là parce que du coup, t'as fait tout le parcours, t'es qu'à la dernière étape et là, du coup, t'attends vraiment le verdict pour savoir si t'arrives à la victoire finale, quoi. Il vous donne un pourcentage de chance? Oui, tout à fait. En fait, à chaque étape, t'as 20% de chance de passer à l'étape suivante, quoi. 20 à 25% de chance de passer à l'étape suivante. Donc à chaque fois que tu passes une étape, tu sais que t'as une chance sur 4, ou plutôt t'as 3 chances sur 4 de pas passer la suivante. Donc c'est ça qui est aussi assez stressant. Après, ces pourcentages, c'est des pourcentages, je vais dire, très globaux, qui ont été pris sur l'ensemble des femmes, etc. Si on prend les pourcentages dans une catégorie, et si on affine un petit peu, ça monte, ça peut monter jusqu'à 50%. Mais on va dire que quand on est dans l'expectative, on prend toujours le pourcentage. Nous, on part toujours du pourcentage le plus bas, en se disant, bah si ça marche, tant mieux. Et voilà, faut pas trop en espérer. Et en même temps, c'est ça qui est aussi dur, c'est d'à la fois y croire et en même temps se dire que voilà, si ça marche pas, en fait, c'est mathématiquement, il y a plus de chances que ça échoue plutôt que ça réussisse. Donc du coup, première tentative, vous apprenez au bout de 15 jours. Première tentative, voilà, on passe tous les échelons et ça a été aussi d'autant plus dur que d'arriver au dernier échelon, ça foire et donc là, on retombe au niveau 0. Donc faut tout reprendre, sachant qu'une tentative, c'est pas anodin. Alors pour nous, ça va, c'est soft. Mais pour la femme, faut repasser sur le billard, faut refaire les piqûres, le traitement d'hormones. C'est vraiment c'est la femme qui subit 90% d'un parcours PMA. Hein. Alors après, ouais, bien sûr, elle prend un raz-de-marée d'espérance, ça. d'espoir et qui finalement aboutissent pas à la fin. C'est exactement ça. Alors quand je dis qu'elle prend 90% sur les examens et on va dire le fond, parce qu'après sur La déception. sur la déception et sur tout le reste, évidemment, on prend aussi. Il y a pas de voilà. Mais effectivement, première tentative qui nous remet un bon coup sur la tête. Donc voilà, on décide d'attendre un petit peu. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est que la France et la sécurité sociale prend en charge 4 tentatives pour un couple. Ça, c'est intéressant. Donc il y a aussi ce stress de se dire bon bah on a grillé une cartouche, il nous en reste plus que 3. Statistiquement, si une chance sur 4 ça marche, ben ça devrait le faire. Mais voilà, ça en remet un petit peu sur la tête, quoi. Quand tu parles de tentative, qu'est-ce qu'ils appellent tentative? Parce que ça c'est précis aussi parce que il y a des étapes en fait à respecter pour considérer une tentative. Exactement. Donc exactement. Pour revenir sur cette définition de tentative. Ils comptent une tentative à partir du moment où eux réussissent à obtenir un embryon viable. De mémoire, c'est ça. Hein. Sinon, ça fait un peu de temps, donc j'ai un peu oublié ces concepts-là, mais il me semble que c'est ça, puisque nous, on en a... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc la première tentative, on obtient un embryon, transfert et échec de la nidation, donc l'embryon ne s'est pas implanté en fait dans l'utérus. Ok. Et donc voilà, donc on repart pour un tour. On se dit qu'on de toute façon on y retourne, faut pas abandonner. Maintenant on laisse un peu aussi reposer nos têtes et puis les organismes et surtout l'organisme de ma compagne parce que voilà, c'est pas anodin pour le corps de prendre voilà des hormones, des piqûres, repasser sur le billard pour la ponction des ovocytes. Voilà, c'est quand même assez conséquent. Et donc je me demandais par rapport à son endométriose pendant tout ce processus, ça change quelque chose pour elle à ce moment-là. Elle n'en a plus. Comment ça se passe? En fait, l'endométriose, c'est concrètement, c'est un problème au niveau des règles et de l'évacuation par le corps de la femme de ce qui est rejeté normalement pendant les règles, en fait. Et donc, en fait, tout ça s'accumule et ça vient abîmer un peu tout l'intérieur. Très schématiquement, hein, je pense que voilà, si des gens sont spécialisés en endométriose dans l'auditoire du podcast, ils sauront sûrement préciser un petit peu cette définition. Mais voilà, Christine avait fait une opération fin 2020 pour se faire retirer en fait les parties un petit peu malades. Donc normalement l'endométriose elle était beaucoup plus petite, voire inexistante à ce moment-là. Ok, ça marche. Donc du coup, on arrive à l'après première tentative échouée. Ok. Ouais. Alors chronologiquement, je saurais même plus trop resituer, mais pour moi, on est encore, on doit être en 2021 ou début 2022. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. C'est une grosse déception. On met le temps un peu on accuse un peu le coup.
Et puis on décide que de toute façon on va aller jusqu'au bout, hein, on va continuer tout ce que les médecins nous permettront de faire. Donc je sais plus, on doit attendre quelques mois, pas trop longtemps non plus, je dirais 4 mois avant de repartir sur la complète, hein. Donc voilà, on y retourne, hein. Et deuxième fois, donc du coup on fait les différentes étapes, la ponction des ovocytes, le recueil, sauf que cette fois-ci les médecins nous disent qu'ils ont même pas pu obtenir d'embryon. Donc là Ok. ça compte pas, du coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau de la sécu, ça compte pas comme une tentative. Donc ça nous grille pas une deuxième cartouche. Mais c'est quand même une deuxième tentative si tu regardes par rapport à nous, et surtout parce qu'en fait, je pense que l'étape la plus compliquée, c'est la ponction des ovocytes chez la femme, hein. Donc parce que ça nécessite quand même une anesthésie, c'est lourd, c'est vraiment l'étape la plus lourde. Donc en fait voilà, tu fais cette étape là et après on te dit bah finalement on n'a pas réussi à obtenir d'embryon cette fois-ci. Donc là bon bah de toute façon tu te dis ok, hein, tu continues quand même à espérer, même si là tu te dis cette fois la première ils avaient réussi à en avoir, là ils réussissent pas, donc bon voilà, hein. Puis on continue, on essaye, on y retourne. Là on a laissé passer encore un peu de temps et là on se retrouve du coup sur une troisième tentative en février-mars 2024. Et donc voilà, c'est reparti. Pour la troisième tentative, mais deuxième officielle finalement. Enfin, exactement. Troisième tentative et deuxième officielle, exactement. Donc cette fois-ci, ça prend. Et cette fois-ci, ça prend. On a ils ont 2 embryons. Donc ils ont 2 embryons. Évidemment, nous on confirme que pour le jour du transfert, de faire qu'un seul essai, parce que ce qu'ils pouvaient faire aussi, ce qui se faisait dans certains établissements, c'est que quand ils ont 2 embryons, ils implantent les 2. C'est pour ça qu'avec des FIV, on se retrouve avec pas mal de gens qui ont des jumeaux, puisque évidemment les deux fonctionnent. Mais donc nous, c'est pas ce qu'on voulait, hein. Toi, dans l'idée, c'était pas de faire des jumeaux pour la première fois. Pas de passer de 0 à 2 d'un coup, non. Je peux confirmer, c'est pas simple. J'avais une petite question. Comment est-ce que vous avez vécu avec le professionnel hospitalier, les femmes ou les hommes qui vous ont suivi pendant ce parcours? Parce que souvent, c'est un peu, malheureusement, je pense, avec les sous-F et tout ça, les mecs, c'est un peu du travail à la chaîne. Eux, ils en voient passer tous les jours, donc pour eux, c'est normal, alors que chaque couple qui vit ça le vit qu'une fois. Il n'y a rien de normal du tout, bien au contraire. Donc est-ce que, et ça arrive des fois que c'est un peu expéditif, ou en mode bon non, ouais ça va marcher, on part et tout, alors qu'en fait c'est hyper traumatisant pour les couples qui le vivent. Est-ce que vous avez senti une prise en charge quand même, où les gens ont pris le temps de vous expliquer avec un peu de compassion, un peu de... Je vais te dire, les professionnels qu'on a rencontrés, ils ont tous été exceptionnels. Trop bien. La gynécologue spécialisée dans la PMA, je vais me permettre de la citer parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, hein, c'est Clarisse Lenoble. Donc voilà, elle est vraiment top. On lui passe le big up, exactement. Elle a été top. On n'a jamais senti qu'on était un numéro où on va dire voilà qu'elle avait pas spécialement de temps à nous consacrer. Souvent les rendez-vous débordés. Mais on le voyait bien quand on allait à son cabinet. De toute façon, on a déjà vu la manière dont elle était avec les autres couples qui étaient suivis, et on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment animé par ce qu'elle fait, quoi. Passionné. Et pareil pour l'établissement du coup où on a été, donc qui est la clinique des Noriers à Vitry. C'est un centre spécialisé en PMA, et c'est la gynécologue qui est venue le jour du transfert pratiquer le transfert. Donc ça, c'est rassurant également d'avoir une figure qu'on connaît. Bien sûr. Exactement. Il me semble que c'est également elle, ou c'était peut-être sa collègue qui avait opéré ma compagne pour la ponction des ovocytes. Donc non, le personnel a toujours été vraiment très nous a bien accompagnés en fait sur toute la procédure, quoi. Ok. Trop bien. Du coup, on attend 15 jours après la deuxième tentative. Ouais, du coup la deuxième officielle, exactement. Voilà. Et on attend 15 jours, et du coup bah là ça avait pris. Donc là on est au mois de juin. On a fait donc la ponction et le recueil en mars, et ensuite on a dû attendre pour le transfert le mois de mai, et donc transfert a eu lieu fin mai, et donc on a eu les premiers résultats de prise de sang début juin 2023. J'ai dû dire 24 tout à l'heure, mais c'est 23. Ouais. Ok. Non, c'est 23. Pas de souci. Donc là, elle fait la prise de sang. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment la période la plus stressante, hein, parce que c'est là où on a passé toutes les étapes. Et je me souviens bien, en plus, on rentrait de vacances, je reprends le travail, je savais qu'elle allait avoir les résultats,
Donc moi je lui ai dit surtout m'appelle pas avant midi, que je rentrais à midi. Je voulais pas en fait qu'elle m'appelle pour avoir la mauvaise nouvelle au travail, etc. Donc je lui ai dit peu importe, tu attends midi pour qu'on puisse s'appeler. Et donc je me souviens bien, moi je l'appelle en sortant du travail, et donc c'est là qu'elle me dit c'est bon. C'est bon au niveau des résultats, hein. Et donc là on repart du coup. Alors c'est première sensation, c'est évidemment un immense sentiment de joie et de soulagement, mais tout de suite après c'est l'angoisse des prochaines étapes qui revient. Parce que là on a passé encore un checkpoint, mais voilà, rien n'est gagné pour l'instant, puisqu'après il y a bien un début de grossesse, mais il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne au moins, et là c'est un stress qui va tenir jusqu'à la fameuse échographie des 3 mois, qui est censée quand même donner une tendance assez fiable sur la viabilité de l'enfant, quoi. Ok. Et donc voilà. Donc à partir de juin 2023, ma compagne était enceinte, et on a eu voilà ce temps où on a dû attendre 3 mois pour les résultats de la première échographie. C'est une super nouvelle, ça. C'est un peu en demi-teinte parce qu'effectivement, t'as quand même ce gros stress, mais déjà, c'est une sacrée Ouais. victoire par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, le process en tout cas le process a marché, et après il faut que ça tienne, quoi. On n'a pas précisé aussi, c'est que contrairement à une grossesse naturelle, Ouais. où on doit attendre 3 mois avant d'annoncer qu'on est enceinte, parce que les 3 premiers mois, Et ouais. je crois que c'est pas le même timing, le même délai quand c'est une PMA. C'est pas une question tant de timing, parce que le truc c'est qu'on a la même écho au niveau des 3 mois, qui est vraiment l'écho qui donne une bonne tendance, qui normalement te rassure sur les principaux paramètres et fonctions vitales du bébé. Mais le truc avec la PMA et la FIV, c'est que tu peux pas cacher aux gens qui savent que t'es dans le process si ça a réussi ou si ça n'a pas réussi. Donc forcément, les gens qui savent que t'as fait ce process-là, ils savent quand ça a marché, donc ils savent dès le début. Et donc forcément, là où pour une grossesse normale, les gens vont en général le dire à personne avant les 3 mois, au cas où ça tourne mal. Là, en fait, ton cercle proche et ton cercle familial sait. Donc, ça rajoute aussi un élément de stress supplémentaire à gérer, quoi. Parce que les gens t'en parlent souvent et te posent souvent des questions là-dessus. Dans mon souvenir, non, c'est plus les gens savent que c'est une situation pas facile à gérer, donc ils attendent plus que tu leur en parles si t'as envie. En tout cas, moi, dans mon entourage, ils étaient pas du genre à poser des questions outre mesure. Ok. Parce que tu leur demandais de pas Ouais. t'en poser, ou c'était parce que eux ils avaient quand même Non, une je leur avais, là-dessus non, j'avais pas demandé spécifiquement, mais je pense que voilà, c'était aussi, de toute façon, c'est des choses que tu sens quand tu peux en parler ou pas. Donc non, je dirais que ça, au niveau de la communication, ça s'est fait assez naturellement. Ok. Du coup, le stress tout le long de la grossesse, comment ça se passe à ce niveau-là? Ça se passe que y a pas 15 000 solutions, hein. Tu es là pour faire face, et de toute façon, le stress, il faut que tu fasses avec. Ouais. Il faut que tu fasses avec. Il y a pas 36 000 solutions. Essayer de penser à autre chose, de se dire de toute façon que les dés sont jetés, et de toute façon, toi, tu ne peux plus agir sur le fait de savoir si ça va bien se passer ou pas. C'est pas toi qui va agir. Donc voilà, on essaie de gérer au mieux. Et c'est pas facile. La grossesse, elle a été impactée par l'endométriose ou... De mon souvenir, pas tant que ça, pas tant que ça. Je sais que ça a été un petit peu au début classique, un premier trimestre pas très agréable. Et la grossesse, c'est surtout les débuts et puis la toute fin où ça devient vraiment ingérable, parce que voilà, à la fin, t'as juste envie, et surtout ma compagne avait vraiment envie qu'il arrive. Maintenant que donc la bébé a réussi, est fait en tout cas, est-ce qu'on pense facilement à un deuxième ou pas? Pas tout de suite, non. Bon, déjà, on encaisse l'arrivée du premier, parce que c'est quand même un changement total, hein, de vie. Ça remet tout en fait en question, ça remet tout, ça chamboule tout, quoi. Ton temps, ta fatigue, c'est vraiment la privation de sommeil des premiers mois qui est assez, c'est vraiment très très compliqué à gérer. En tout cas pour moi ça a été très compliqué, et je pense que pour beaucoup de parents c'est le cas. On récupère jamais totalement ce déficit de sommeil des premiers mois. Par contre, on s'interdit pas de penser à l'avenir, hein, oui. Puis bon, on a encore un petit embryon au frais pour une quarantaine d'années, donc. Ouais, parce que c'est intéressant. On peut se poser la question de quand c'est congelé, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'on En garde, fait, est-ce qu'on on garde signe pas? en fait, on prend un emplacement dans un grand frigo, et on a dû le renouveler là pour 5 ans, je crois. Donc soit tu décides de le conserver pour toi, soit tu peux également en faire don. Et la qualité ne bouge pas quand on congèle en fait des embryons? J'avais posé la question, et non pas. Alors un tout petit peu, ça doit bouger un
un peu. Il y a un risque en fait au moment de la décongélation. De toute façon, s'ils le font, c'est que ça marche. Ah, mais je crois qu'ils préviennent en plus avant, Ouais. avant le transfert, l'hôpital doit prévenir si ça s'est bien passé, la décongélation en tout cas, quoi. Ouais, exactement. Exactement, il y a cette étape-là, oui, oui. J'avais une petite question, moi, du coup, c'était comment est-ce que cette épreuve, elle a impacté votre couple à tous les deux? Je vais pas te dire que ça a été un long fleuve tranquille, c'est compliqué, il y a des remises en question des deux côtés, il y a tout qui te passe par la tête, hein. Tu te dis ça se trouve en fait on est juste pas compatibles, voilà, donc ça fait beaucoup travailler les méninges et bah, notamment le fait aussi que moi ma compagne soit un petit peu plus âgée, forcément les femmes c'est compliqué aussi à gérer cette notion d'horloge biologique qui est on va dire moins prégnante chez nous. On est passé par des moments assez compliqués, voilà. Donc, effectivement, faut être quand même solide sur ses appuis parce que effectivement ça peut vraiment vriller et ça peut te casser une relation. Est-ce que du fait que tu puisses pas du coup le faire naturellement, que ça vienne de toi ou de ton conjoint, ta conjointe, est-ce qu'on a un sentiment de culpabilité ou est-ce qu'on se dit c'est de notre Ouais. faute? Un sentiment d'échec en fait, On c'est a notre faute, tout, alors que ça l'est pas évidemment. bien sûr, bah non, c'est des sentiments qui sont présents tout au long du parcours, hein. Culpabilité, incompréhension. C'est des phases, hein. Il y a des moments où tu relativises, où tu te dis que c'est pas perdu, que c'est pas non plus, voilà, hein, t'es pas non plus à un stade où t'as vraiment aucune chance et où les médecins te disent clairement, bah ça marchera jamais. Faut toujours en fait à la fin tu te raccroches à l'espoir et au fait que voilà ça va marcher. Ce qui est facile de toute façon à dire maintenant que c'est fait, mais c'est vrai que sur le moment parfois tu vois pas la petite lumière à laquelle te raccrocher quoi. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux couples qui se lancent dans ce parcours? C'est quoi les conseils qu'il faudrait pour justement que ça se passe bien et pour que la survie du couple voilà, soit pas en péril? Bah l'honnêteté, de la franchise, de se dire ce qu'on a dans la tête, voilà, de jamais on va dire nourrir cette espèce de petite aigreur ou de non-dit que tu vas garder et que tu vas broyer comme ça, broyer du noir tout seul de ton côté. Il faut vraiment partager, être dans l'échange, dans la communication, c'est très important et surtout essayer de dédramatiser. Alors évidemment, c'est facile à dire une fois que tu as passé l'étape. Pareil, une chose qu'on n'a pas évoquée depuis le début, c'est que des fois, nous, tu vois, ça a marché à la 3e tentative, au moment où, après l'échec de la première, où on était arrivé à quasiment toutes les étapes et on a échoué à la dernière. La deuxième où à l'inverse on n'a pas passé la phase de créer un embryon. On est arrivé sur la 3e tentative en se disant bon bah on avait un peu changé aussi notre mindset où on s'est dit bon bah écoute voilà, à un moment il faut plus que tout, quand on est dans le parcours, des fois tout dans ta tête tout tourne autour de ça et l'obsession que ça réussisse. Et en fait, plus t'es focus sur ce truc-là, moins, entre guillemets, ça va marcher. Et la 3e, nous, on y allait en mode, bon, écoute, on va la refaire. On se prend pas la tête. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Ça servait à rien de stresser et de potentiellement envisager déjà le fait que ça marche pas avant d'avoir fait le truc. Donc vraiment, voilà, essayer de dédramatiser, pas mettre le parcours de PMA et la finalité donc effectivement d'avoir le bébé, de pas mettre ça au centre et que ça ne devienne que l'obsession du couple. Il faut vraiment continuer à vivre et à penser à d'autres choses, à prévoir d'autres plans, à faire d'autres projets. Parce que voilà, plus tu consacres de temps et d'énergie à cet objectif en fait et à occulter tout le reste, moins tu vas te donner de chances que ça marche, paradoxalement. Ouais, il faut réussir à trouver le juste milieu Exactement. en y croyant évidemment à 100% à chaque tentative, mais tout en réussissant Ouais. peut-être pour se protéger à se dire bon bah ça peut ne pas prendre quoi. Mais c'est compliqué en fait. Exactement. C'est hyper compliqué, c'est une question de dosage, il y a des jours où ça marche pas, il y a des jours où de toute façon ça t'atteint trop, ou ça atteint trop ton ou ta partenaire. C'est comme tout, hein, il y a des jours ça marche pas, il y a des jours t'es dans le mal, il faut faire avec, se dire que ça va pas être comme ça tous les jours, et voilà, réussir à quand même sortir la tête de l'eau et essayer de penser à autre chose, faire autre chose, vraiment. Quand le sujet devient trop prégnant, faire autre chose. Et qu'est-ce que tu dirais aussi, ou qu'est-ce que tu conseillerais à l'entourage de ceux qui vivent une PMA? Parce que l'entourage est important, mais il y a peut-être des choses qu'on aimerait qu'ils fassent ou d'autres qui ne fassent pas en fait. Après, je pense que c'est très variable à ce que chacun attend de son entourage et on va dire de la largeur de l'entourage, mais moi je sais que c'était moi qui avais plus tendance à en parler, notamment avec mes parents, mes amis proches. Ma compagne, c'est pareil. Je dirais qu'en termes de conseils à son entourage, de pas évidemment de savoir sentir aussi les personnes, et quand on sent que les personnes n'ont pas envie qu'on leur parle de tel sujet, ne pas insister
insister. C'est comme voilà, hein, quand on a des couples d'amis et qu'on commence à arriver sur nos âges de trentaine bien tassés, c'est pas faire le relou qui va dire bah toi t'en es où, voilà. C'est des questions on va dire de savoir vivre, mais que moi j'ai pas trop eu en fait à imposer ou à faire de remarques à mon entourage parce que ils ont toujours été dans une démarche bienveillante et jamais à poser des questions quand ils sentaient que fallait pas le faire quoi. Savoir sentir les gens et pas ne pas insister quand on sent que c'est pas le moment quoi. Ok. Et je voulais parler d'une chose aussi, mais du coup, ça vous concerne pas vu que vous avez réussi à l'avoir avant. Mais est-ce que vous avez imaginé d'autres solutions si ça ne marchait pas en France, le faire à l'étranger, ou si ça ne marche pas du tout, passer par une autre solution pour avoir un enfant? C'est une question très intéressante que tu soulèves parce que effectivement les médecins t'en parlent de toute façon tout au long du parcours en préparant bien mentalement au fait que bah oui la FIV c'est tel pourcent de réussite, que en France tu as X tentatives de rembourser et qu'après si tu veux continuer c'est possible mais qu'il faut aller en Belgique, en Espagne ou même en France mais par tes propres moyens. Et c'est cher. Et que c'est cher effectivement. Parce qu'il faut préciser aussi, hein, c'est très cher. Et que c'est cher et que voilà donc de toute façon ça on voulait pas trop l'envisager comme je te disais on a essayé de prendre les choses au jour le jour en se disant bon il y a 4 tentatives on va essayer d'aller jusqu'au bout en espérant que ça marche avant. Est-ce qu'on a songé aux autres méthodes? Donc très concrètement les autres méthodes ça aurait été d'aller dans un pays qu'autorise la gestation pour autrui, donc ça en tout cas moi c'était hors de question parce que c'est pas dans mes convictions et je pense que on en a jamais vraiment parlé, mais avec ma compagne, je pense qu'elle non plus. Et également l'adoption. Et là, voilà, c'était pas du tout un projet sur lequel on se projetait en tout cas, et on avait envie d'échanger en se disant, on veut pas envisager en fait les autres méthodes avant d'avoir été au bout de la méthode de la FIV, quoi. On était au courant, on nous avait bien briefé sur les suites qui pouvaient être mises en œuvre si les 4 tentatives ne marchaient pas. Maintenant, on essayait de pas trop justement se projeter et d'y aller étape par étape. Et je me posais la question, est-ce qu'un enfant d'une FIV a plus ou moins de chances, j'en sais rien, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais d'être ou malade ou avoir des problèmes de santé, vu que c'est pas quelque chose de naturel? Je sais pas du tout, mais moi j'ai plutôt au contraire l'impression que là ils nous ont fait de la sélection naturelle un petit peu. C'est-à-dire que ils ont pris un embryon qui a été bien vaillant. Pour détailler un petit peu le parcours, donc déjà il est arrivé à son terme, c'est-à-dire que au bout des 9 mois il n'était pas sorti. Donc on est passé par le déclenchement, c'est-à-dire quand tu as dépassé le terme de la grossesse de 4 jours, tu vas à l'hôpital et ils te déclenchent parce qu'en fait après il peut y avoir un risque. Il a pris son temps. Donc nous, il a été déclenché, c'est-à-dire qu'il voulait pas sortir, et donc on a eu une belle surprise on a eu un bébé de 4 kg 235 et de 54 cm, et je le revois vraiment à la sortie, quoi. C'était pour moi, enfin, c'était pas l'image du nourrisson que j'avais envisagé, quoi. C'était un préado. Ils l'ont sorti, pour moi, il avait un mois, quoi. Donc je voyais quand on était à la maternité, alors le lendemain et les 2-3 jours où tu restes à la maternité après l'accouchement. Donc moi je faisais le tour de l'étage avec mon fils dans les bras et je voyais les autres papas avec leur bout de crevette, mais vraiment qui n'avaient. Et je me disais mais il y a un problème quoi. Donc vraiment moi c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression qu'ils m'en ont donné un surdopé aux hormones. Il avait déjà effectivement limite la moustache et la clope au bec, si tu veux. Donc lui, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là à la naissance. C'est plutôt l'inverse, ouais. On préfère que ce soit trop gros que trop petit à la naissance. Hein, ça, exactement, ouais. En tout cas, il était vraiment bien portant et il l'est toujours. Hein. Les courbes, il les explose bien, donc je pense que ça va être un vaillant. Et pendant ce parcours de PMA, évidemment, quand on attaque ce milieu-là, je pense qu'on n'y connaît rien. Je te confirme. Parce que comme on l'a dit, c'est un sujet qui est très tabou et je pense même qu'on est loin de s'imaginer qu'il y a autant de personnes qui sont en PMA parce que on n'en parle pas. Est-ce que toi, tu as rencontré ou tu t'es rendu compte de ça qu'en fait, finalement, en parlant un petit peu, t'es loin d'être le seul? Je m'en suis rendu compte dans mon entourage, effectivement, mais c'est comme tu le dis, c'est un sujet qui est encore assez tabou, donc c'est pas des choses que tu vas dont tu vas parler aux premiers abords et voilà, tu le réserves que à ton entourage proche et à ton cercle familial, quoi. Mais effectivement, je me souviens, tu vois, quand on fait les tests, les fameux tests pour connaître notre taux de fécondité, et j'avais échangé avec mon médecin qui me disait que en 30 ans, en fait, le taux pour considérer qu'un homme était, on va dire, bien fécond, c'était en 1990, c'était au-dessus de 15% de spermatozoïdes normaux. Alors qu'aujourd'hui, les tests, quand t'as plus de 4%, t'es considéré comme fécond. Donc en fait, c'est un recul global de la fécondité
à la fois chez la femme mais aussi chez l'homme sur les 30 dernières années que tu vas expliquer par l'alimentation, par les ondes, par la pollution. Donc voilà, c'est multifactoriel et c'est ça qui rend aussi compliqué l'amélioration de ton taux quand tu ne sais pas par quel bout prendre les choses, quoi. C'est bien que t'en parles parce que c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment discuté, c'est les conseils que le médecin te donne. Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi c'était compliqué pour toi et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça s'améliore ou en tout cas que ça se dégrade pas encore plus? Est-ce qu'il m'a expliqué pourquoi c'était compliqué pour moi en particulier? Non, parce qu'il peut pas vraiment voir spécifiquement les causes qui font que ton taux est pas bon. Maintenant, il m'a donné quelques tips, puisque comme on le disait tout à l'heure, en fait, chez l'homme, la production de sperme se renouvelle tous les 3-4 mois, et donc tu peux avoir eu des mauvais résultats à un jour J, et y retourner 3-4 mois après et avoir des résultats bien meilleurs. Okay. Et donc, ce qui m'expliquait, c'est qu'effectivement, il y a différents facteurs qui font qu'aujourd'hui, la fécondité de l'homme est beaucoup moins bonne qu'il y a 30 ans. Ça va être la pollution, ça va être ce que tu manges, ça va être les ondes, le wifi, etc. Et la chaleur au niveau des testicules. Donc les conseils qu'il m'a donnés, c'est pas prendre de bain, prendre des douches avec de l'eau un peu moins chaude, privilégier le port de caleçons larges à la place de boxers pour, on va dire, que la température soit un peu moins élevée. Éviter de mettre le téléphone dans la poche du jean juste à côté de ton sexe. Donc c'est pas une légende. Hein. Moi j'y croyais pas. On l'avait compris du coup après sexe, mais c'était bien. Là, je préférais préciser. Du coup, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas discuté, c'est évidemment pour les fumeurs. Hein. Bien sûr, oui, je l'ai pas mentionné aussi, le tabac, qui est un très mauvais facteur, l'alcool, la drogue. Évidemment, c'est pas conseillé. Oui, bah après, c'est des choses qui font sens, hein, mais effectivement, tout ce qui est, évidemment, si tu t'alimentes à base de trucs hyper blindés d'acides gras, produits transformés, que tu picoles et que tu te fumes un paquet de clopes par jour, tu vas avoir moins de chances de procréer que quelqu'un qui est svelte, qui fait du sport et qui fume pas. Dans les conseils, je mets mon téléphone en mode avion aussi. Quand je dors, évidemment, je garde mon téléphone à côté de moi, comme 95% des gens, mais effectivement, depuis que je le mets en mode avion, je coupe le wifi, pareil. Tout ça, c'est des petits trucs. Alors après, te dire que c'est parce que j'ai mis en œuvre ces changements que mon taux s'est amélioré, potentiellement, c'est qu'il y a une seule de ces habitudes qui a entraîné l'amélioration. Mais au final, tu sauras jamais vraiment, quoi. Ok, c'est pas une légende, c'est que vraiment, il y a énormément de choses à mettre en place, on se rend pas compte, mais c'est tellement devenu dans nos habitudes. Et oui, d'avoir du wifi, le téléphone et tout le reste, et surtout aussi des sources de chaleur. Je suis pas scientifique, mais si les burnes, comme tu le dis, sont en dehors du corps... Mais c'est totalement ça. C'est pour réguler la température. Exactement. Et donc, exactement. Si elles sont trop chaudes, c'est pas bon. Ouais, parce que donc ton corps est à 37 degrés 5, et pour avoir une production optimale de spermatozoïdes, il faut que la température soit à peu près 1 ou 2 degrés de moins. Ce qui explique l'anatomie masculine et le fait que notre scrotum soit placé à l'extérieur du corps. Et bah parfait. On parle pour les hommes, mais pour les femmes, est-ce qu'on préconise aussi des façons de vivre, des façons de faire? Alors je suppose que la cigarette et l'alcool vont avec. C'est pareil. Je vais prendre l'exemple de ma compagne. Elle a arrêté totalement le tabac. Évidemment, je crois que l'alcool c'était inexistant ou quasi pendant toute la période où elle avait les hormones à prendre, etc. pendant tout le parcours. De toute façon, quand t'as envie de maximiser tes chances, tu te dis, de base, je vais pas, entre guillemets, me rentrer dans un parcours où j'essaye de faire un truc bien pour en même temps, de l'autre côté, me donner le moins de chances possible, quoi. Oui, donc je pense que ça passe pas par... besoin de regarder le mode d'emploi pour savoir qu'il faut éviter certaines choses. Et bien sûr, ben oui. On l'a pas précisé, mais c'est vrai que pendant ces longues semaines où elle se fait des piqûres... D'ailleurs, elle le faisait toute seule ou quelqu'un vient chez toi pour le faire? Non, pas du tout. En fait, tu peux le faire toi, mais je t'avoue que même elle préférait le faire. On lui a montré le geste. En fait, c'est la gynécologue qui nous l'a montré. En fait, c'est des espèces de stylos, un peu comme des gros stylos avec un espèce de bouton à enclencher avec une seringue et tu te l'injectes en fait. Alors normalement, tu te pinces dans la graisse quoi pour éviter que ça, pour faire dans un endroit où ça fait pas mal. Dans le ventre. Maintenant, ouais, au niveau du ventre, tu fais ça au niveau du ventre ou tu peux faire ça dans l'intérieur de la cuisse. Je crois que dans l'intérieur de la cuisse, ça fait déjà plus mal. Mais non, elle se le faisait toute seule. Et je comprends. Enfin, moi, je pense que même moi, j'aurais préféré aussi me le faire tout seul plutôt que, tu vois, demander à quelqu'un qui est pas médecin ou quoi. Parce que même moi, je me serais pas senti à l'aise de le faire. Franchement, honnêtement, il me semble que sur les premières fois, peut-être même le premier soir, on a dû se dire, bon, vas-y, je te le fais. Et en fait, impossible. Enfin, tu piquer quelqu'un quand t'es pas médecin, c'est pas, voilà, quoi.
Et évidemment, quand on parle d'un parcours qui est difficile et qui est long, c'est qu'en fait, il commence dès cet instant-là où elle commence les Bien piqûres. sûr. Parce qu'à partir de ce moment-là, pour le parcours normal, la femme enceinte, quand elle sait qu'elle est enceinte, bon bah du coup, elle va arrêter ce qu'elle pouvait faire avant, comme la cigarette et l'alcool. Après, chacun est libre de faire Ouais. ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est ce qu'on préconise. Ouais. Là, c'est dès le départ des piqûres, Bien et sûr. c'est quand même du coup des semaines avant. Bien sûr, et puis même si tu vas par là, même toi, quand tu sais que dans 3 mois, tu as un nouvel examen pour évaluer ta fécondité et que tu as eu des résultats pourris avant, tu te dis, bon, bah, je vais quand même aussi, moi, mettre en œuvre tous les changements dont on a parlé. Réduire l'alcool, le tabac, ou le supprimer totalement, l'alimentation, tout le reste, quoi. Donc ouais, le parcours, il commence vraiment là, en fait. Hein. C'est un peu le T0 du parcours, quoi. Bah écoute, merci Antoine pour toutes ces informations. Et merci à vous, les gars. Est-ce que ça t'a fait du bien d'en parler? Ouais, ça m'a fait du bien d'en parler, on va dire, d'aller dans le détail, de revenir aussi dessus après quasiment maintenant 2 ans de ce parcours. Et puis si je reprends, on va dire, de la première tentative, on va dire maintenant 3-4 ans. Non, ça m'a fait vraiment du bien. Ouais. Je dirais ça comme ça, d'en parler aussi entre gars, parce que Ok. souvent c'est un sujet qui va être plus abordé sous l'angle féminin, ce qui est logique aussi. Mais voilà, nous dans le parcours, on n'a pas le premier rôle, hein, effectivement. Nous, on est là en appui, on est là en soutien, mais voilà. Ce qui est pas simple non plus, je pense, hein, au Ce qui est final. pas simple non plus, et c'est pour ça de pouvoir revenir dessus dans le détail, tu te rends compte aussi que les deux sont des composantes essentielles de ce parcours. En tout cas, encore merci. J'espère que ça Bah, vous c'est aura top, appris les plein gars. de choses, celles et ceux qui ne connaissaient pas ce parcours de PMA, ou ceux qui y sont et qui avaient besoin peut-être de conseils. Et ouais, ça d'expériences. c'est important. Tous les gens qui sont en parcours là, qui vont regarder le podcast, enfin regarder ou écouter, bah, j'espère que ça a pu vous éclairer, donner de l'espoir et que voilà, vous n'êtes pas seul. Oh non, on l'a dit, des milliers, rien qu'en Ouais. France, voire plus, parce que maintenant il y a aussi les parcours PMA. On parle des parcours PMA d'un couple hétérosexuel, mais il y a aussi les parcours PMA des couples homosexuels, parce qu'évidemment, ils en passent aussi par là. C'est clair. Merci Sécurise. Antoine, on se dit à très vite tout le monde pour notre prochain invité. Ciao les gars. Qui, je suis sûr, sera tout aussi intéressant que notre ami Antoine. On te souhaite plein de bonheur dans ta petite famille. Merci à vous et puis encore une fois félicitations pour ce podcast auquel je souhaite beaucoup de succès. Et ben, merci beaucoup. Ouais. Merci C'est Antoine. gentil. On Bien. se revoit très vite sur tous les réseaux sociaux, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok et Tinder pour Hull. Merci. Allez, salut tout le monde. À bientôt. Bienvenue dans le Fabuleux Show, le podcast de Fab et Hull. Ici l'échec c'est notre boulot, donc interdit de se sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien, en rigolant c'est encore mieux. Les galères ça va, ça vient, après l'échec du fabuleux. Bienvenue dans le Fabuleux Show, le podcast de Fab et Hull. Ici l'échec c'est notre boulot, donc interdit de se sentir nul. Raconte-nous tout, ça te fera du bien, en rigolant c'est encore mieux. Les galères ça va, ça vient, après l'échec tout est